Bonjour, je m'appelle Peter Russell. Toute ma vie, j'ai été fasciné par la science et ses découvertes. Il y a cependant une chose que la science n'a pas pu expliquer, le fait que nous puissions être conscients et avoir un monde intérieur. Il est plus facile d'expliquer comment la vie a évolué depuis une simple cellule jusqu'à l'être humain que d'expliquer la pensée consciente propre à chacun de nous. Et pourtant, nous ne pouvons pas nier le fait que nous ayons une conscience. Et c'est ça le grand mystère. Pourquoi faisons-nous l'expérience d'un monde intérieur? Et ce n'est pas quelque chose qui est unique à l'être humain. J'entends souvent des scientifiques dire que les animaux sont inconscients. Mais est-ce vrai? Quand je vois un chien allongé par terre, quand je vois ses pattes remuer ou son museau bouger, pour moi, ce chien est en train de rêver et donc de vivre une expérience intérieure. Si nous étions certains que les animaux n'avaient pas de conscience, nous ne les mettrions pas sous anesthésie avant de les opérer. La différence entre les animaux et les humains est que ces derniers savent qu'ils savent. Ils sont conscients d'être conscients. La conscience peut être assimilée à la lumière d'un projecteur. Celle-ci passe d'abord dans la pellicule, prend les couleurs et les formes de la pellicule, ensuite l'image est projetée sur l'écran. Lorsque nous regardons un film, ce que nous regardons en réalité, ce sont les mouvements de la lumière. Mais comme nous sommes tellement absorbés par le film et les diverses sensations provoquées par l'histoire, nous oublions qu'il s'agit en fait de simples mouvements de lumière. Le même processus est en œuvre quand il s'agit de notre esprit. Ce que nous expérimentons en réalité, ce sont des images qui apparaissent dans notre conscience. Lorsque nous voyons un arbre, nous avons l'impression de le voir directement. Mais la science nous dit tout à fait autre chose. Elle nous dit que la lumière commence par pénétrer dans l'œil, que celle-ci est absorbée par la rétine, et que la rétine déclenche des impulsions électriques qui sont transmises au cerveau. Celui-ci analyse les données et crée à partir de ces impulsions sa propre image du monde. Et c'est ainsi que je fais l'expérience de la vision de l'arbre. What I'm actually seeing is not the tree itself, but the image of the tree that appears in my mind. And this is true of everything I experience. Every sound, colour, sensation, taste, smell, memory, thought. They're all just images appearing in my mind. It's all forms that consciousness is taking on. Mais d'où vient la conscience elle-même? C'est un grand mystère. Il se pourrait qu'un jour nous comprenions le fonctionnement exact du cerveau et nous saurions alors quels sont les processus physiques qu'implique notre vision de l'arbre. Mais quand bien même nous le saurions, resterait toujours la question du pourquoi de l'existence de la conscience en premier lieu. Pourquoi cette activité du cerveau ne demeure pas une pure activité physiologique? C'est ce que les philosophes nomment le grand problème de la conscience. Comment se fait-il que de la matière inconsciente du cerveau naisse quelque chose d'aussi immatériel qu'une expérience intérieure? Je pense en effet que ce n'est pas tant un grand problème qu'un problème impossible. Impossible dans le cadre de notre schéma de pensée actuel. Car, d'une certaine manière, nous sommes comme les astronomes du Moyen-Âge, qui croyaient dur comme fer que la Terre était le centre de l'univers, et que le Soleil, la Lune et les étoiles gravitaient autour de la Terre. Mais il y avait un problème avec cette façon de voir, car les planètes se déplacent dans un mouvement de va-et-vient dans le ciel. Les astronomes médiévaux ont essayé d'expliquer le mouvement particulier des planètes, avec des systèmes de plus en plus complexes, mais rien ne semblait fonctionner. Lorsque Copernic a émis l'hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil, personne ne l'a pris au sérieux. Et quand Galilée a pu prouver la véracité de l'hypothèse de Copernic, l'évêque a refusé de regarder dans son télescope, persuadé que cela ne pouvait être vrai. C'est seulement un siècle plus tard, lorsqu'Isaac Newton a fait ses calculs prouvant que cette hypothèse était correcte, qu'un nouveau schéma de pensée a finalement vu le jour.
Nous sommes aujourd'hui dans la même situation pour ce qui est de la conscience. Nous croyons dur comme fer que la conscience est créée par le cerveau. On nous explique que la conscience est le résultat peut-être du fonctionnement du cerveau lui-même. On nous dit que c'est peut-être le produit des effets quantiques à l'intérieur des cellules nerveuses. Mais quelles que soient les explications données, personne n'a réussi à nous dire comment un processus entièrement matériel pourrait donner naissance à une expérience dans l'esprit. Nous sommes à cet égard comme les astronomes du Moyen-Âge, qui n'avaient jamais remis en question leurs hypothèses de départ. Et quelles sont nos hypothèses de départ à nous aujourd'hui? Nous pensons que la matière n'est pas consciente et qu'elle est complètement dépourvue de la capacité à ressentir des expériences. Cependant, il existe une toute autre hypothèse, selon laquelle la capacité de ressentir une expérience est présente, jusqu'à un certain point, dans tout ce qui existe. La conscience elle-même n'est pas quelque chose qui est créé par le cerveau. Elle ne vient pas soudainement de nulle part comme par magie. Une fois terminée l'évolution de je ne sais quelle partie spécifique du système nerveux, la capacité à ressentir une expérience est toujours présente. Cette idée n'est pas nouvelle. C'est un thème répandu dans la philosophie orientale et a été exploré par de nombreux philosophes occidentaux, même si la science occidentale ne s'y est pas encore intéressée de façon sérieuse. Et si elle devait le faire, cela ne changerait en réalité rien à la science. Les mathématiques resteront inchangées, les lois de la physique resteront valables, de même pour la chimie ou la biologie et autres sciences. En revanche, ce qui changera, c'est notre façon de nous voir, nous, et notre place dans le cosmos. Dans cette perspective, la conscience prendra sa véritable place dans notre vie, c'est-à-dire une place centrale. Ça ne sera plus juste ce quelque chose qui relève du système nerveux. À vrai dire, même une simple bactérie doit avoir ce vague sens d'être quelque chose de conscient. Si l'on devait penser en langage mathématique, la conscience d'une bactérie représenterait seulement 1/1000 de la conscience humaine, certes, mais on ne peut pas parler pour autant d'absence de conscience. Au fur et à mesure de la complexification de la vie, l'expérience qu'on a du monde devient également plus complexe. En développant des systèmes sensoriels, la bactérie a pu obtenir davantage d'informations du monde extérieur. Plus tard, en développant un système nerveux, elle a pu traiter ces informations et obtenir une meilleure image du monde environnant. Ensuite, avec les êtres humains, l'évolution a fait un autre bond en avant. Non seulement nous voyons le monde et nous l'entendons dans ses incroyables détails, mais nous pouvons aussi penser à notre expérience, y réfléchir et donc penser à nous-mêmes en tant qu'expérimentateurs. Nous avons pris conscience que nous étions conscients et que nous pouvions être conscients de la conscience elle-même. C'était là l'autre grand bond en avant, le bond vers la conscience de soi. Avec cette conscience de soi, nous avons pris conscience de l'existence d'un « je » conscient. Mais c'est quoi exactement le soi? Ce sentiment de « je » avec lequel nous sommes tous si familiers. C'est le deuxième grand mystère de la conscience. Nous utilisons tellement le mot « je » que nous pensons savoir ce qu'il veut dire. Mais dès que nous essayons de définir ce qu'est ce « je », nous nous trouvons confrontés à de sérieux problèmes. Qui suis-je? Comment me définir? Peter Russell, ce n'est qu'un simple nom. Écrivain, ce n'est qu'une activité héritée de mon passé. Un homme? J'ai le corps d'un homme, c'est vrai, mais je peux tout aussi bien m'imaginer dans le corps d'une femme. Mes perceptions, mes sentiments et mes valeurs ont pu varier. Mais le je qui a ces perceptions est resté toujours le même. Ce je m'a accompagné toute ma vie. Mais c'est quoi au juste ce je qui a toujours été là? Pour comprendre ce qu'est le « je » réellement, nous devons observer soigneusement notre propre conscience. De nombreux chercheurs spirituels ont exploré ce pouvoir. Ils ont sondé leur esprit en profondeur et sont tous arrivés à la même conclusion. Qu'il n'existe rien en dehors, rien qu'on puisse appeler le soi. Le sentiment que nous avons d'être un soi séparé et unique est une illusion, même si cette illusion est très convaincante.
Ce qu'on appelle « je », c'est simplement ce sentiment d'être conscient, ce sentiment d'exister. Le fait de ne pas reconnaître qu'il y a en nous un être intérieur nous pousse à chercher ce quelque chose qu'on appelle le soi et que nous habillons de nos plus beaux habits psychologiques. Je veux parler des rôles que nous jouons dans la vie, de l'image que nous tenons à donner aux autres, des choses que nous faisons, de notre personnalité, de notre caractère. Toutes ces choses qui sont des images de soi et non pas le soi réel. Le soi réel, c'est tout le contraire. Il n'a pas d'âme. Si nous nous définissons seulement par les idées que nous avons sur nous-mêmes, alors le sens de notre identité reste toujours à la merci des événements qui se passent dans le monde. Il suffit que nos circonstances changent ou que nos lois ou l'opinion d'autrui sur nous changent pour que le sens même de notre identité se trouve menacé. C'est pour cela que nous passons beaucoup de temps et d'énergie à vouloir protéger cette identité, à vouloir rehausser l'image que nous avons de nous-mêmes, à vouloir acheter des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, à vouloir être quelqu'un. A contrario, lorsque nous découvrons qui nous sommes vraiment, lorsque nous découvrons ce sens d'être qui est toujours sous-jacent, nous ressentons alors un sentiment de libération. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour être quelqu'un. Quand nous sommes dans cet état d'être, notre esprit se relaxe et nous ressentons un sentiment de soulagement. Underlying everything we do in life, everything we're looking for, everything we're chasing, there's one common desire, one universal purpose. And that is... Derrière tout ce que nous faisons dans la vie, il y a un seul désir, un seul but, universel. Nous voulons nous sentir mieux. Nous voulons être plus satisfaits, plus épanouis, plus à l'aise. Personne ne veut souffrir. Nous voulons tous nous sentir plus heureux, plus joyeux. Ce qui veut dire que ce que nous recherchons vraiment, ce ne sont pas tant les choses qu'un état d'esprit meilleur, un état de conscience plus satisfaisant. Et comme l'a dit le Dalai Lama, en dernière analyse, ce que chaque être humain recherche, c'est simplement la tranquillité d'esprit. Il est tout à fait naturel de rechercher la tranquillité d'esprit, mais là où on se trompe, c'est dans la manière de la rechercher. Welcome to Beverly Hills, you have arrived. Nous la recherchons dans la richesse, dans la possession de biens, dans la mode et la célébrité. Nous nous disons que si l'on pouvait juste avoir assez, on serait enfin heureux. Parfois, nous trouvons ce que nous recherchions et nous nous sentons heureux de nouveau, mais ce bonheur ne dure pas. Nous recherchons alors autre chose pour nous sentir mieux. Beaucoup passent leur vie entière dans cette recherche. Pourtant, ce n'est pas le fait d'avoir les choses ou les expériences souhaitées qui nous rend heureux. Lorsque nous plongeons dans les profondeurs de notre esprit, nous découvrons que c'est exactement le contraire. Lorsque nous pensons que quelque chose manque à notre vie pour être heureux, nous créons pour nous-mêmes un sentiment de mécontentement. C'est un triste destin que celui des êtres humains. Nous nous inquiétons tellement si oui ou non nous serons en paix dans l'avenir, que nous ne nous permettons jamais d'être en paix dans le moment présent. How can we be more in the present? In itself, it's quite simple. It's just a matter. Mais comment vivre davantage dans le présent? En soi, c'est assez simple. Il suffit de relâcher notre attention et d'ouvrir notre conscience à ce que nous sommes en train de vivre. Il suffit de prendre conscience des sensations de notre corps, de sentir nos mains et notre respiration. Il suffit d'être attentif à ce qui est, sans penser.
Notre expérience du corps se passe toujours dans le moment présent. Mais si nous pensons, cela nous éloigne du présent. L'esprit a tellement l'habitude de penser à ce qui se passe qu'il n'a pas beaucoup de mal à se saisir d'une idée pour tout de suite reconstruire tout un fil de pensée. Si vous vous surprenez en train de penser, relâchez votre attention et soyez attentif de nouveau à ce qui se passe dans le moment présent. La pratique en elle-même est simple, et comme toute autre pratique, la répétition du processus rend les choses faciles. Les traditions spirituelles humaines paraissent divergentes au premier abord. Elles ont des vues différentes sur l'origine de la vie, sur notre place dans l'univers et sur l'au-delà. Certaines traditions croient en un être suprême, d'autres croient en plusieurs déités, d'autres encore ne mentionnent pas Dieu du tout. Mais malgré ces divergences, toutes les traditions ont deux choses en commun. Toutes nous mettent en garde contre des attitudes et des croyances qui ne nous rendent pas vraiment service. Des attitudes et des croyances qui nous font mal à nous et aux autres. Toutes les traditions spirituelles tentent, chacune à leur façon, que ce soit par la prière, par la méditation ou la dévotion, à nous ouvrir à notre dimension intérieure, le monde de l'esprit. Elles veulent libérer notre âme, libérer notre esprit des attitudes centrées sur le soi. Elles veulent nous libérer de notre attachement aux choses matérielles, en nous encourageant à découvrir qui nous sommes en réalité. Toutes les traditions partent en fait de transformation de la conscience. Réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous vous trouvez bloqué dans un embouteillage. L'embouteillage n'a qu'un pouvoir, celui de stopper la circulation. Il n'est pas responsable de la montée de l'adrénaline dans votre flux sanguin. Si vous êtes en colère, c'est parce que vous avez écouté la voix qui vous parle dans votre tête et qui vous dit que vous allez être en retard, que vous allez rater votre réunion ou que vous allez arriver en retard chez vous. Ce sont ces pensées qui vous mettent en colère, car vous avez peur de ne pas être heureux à un moment ou un autre dans l'avenir. La science occidentale est remarquable quand il s'agit d'expliquer le monde qui nous entoure. Mais la science ne donne pas un sens à notre vie. Le monde qu'elle décrit est un monde matériel, aride et sans but. La science nous a également dotés d'une technologie abondante qui nous sert à satisfaire une grande quantité de nos besoins et désirs. Mais encore une fois, la science ne nous donne pas des valeurs. Elle ne nous dit pas comment utiliser de la meilleure façon possible cet incroyable pouvoir et ces connaissances. Elle ne nous aide pas non plus à nous développer intérieurement. Au contraire, elle nous renforce dans notre narcissisme. Nous sommes probablement bien plus imbus de nous-mêmes que jamais. Je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de marier la science et la sagesse des traditions spirituelles du monde. Les origines de la conscience restent un mystère. Mais comment éveiller notre conscience? Comment découvrir qui nous sommes vraiment? Ça, ce n'est pas un mystère. C'est quelque chose que des enseignants spirituels ont exploré partout dans le monde. Des enseignants qui ont sondé les profondeurs de leur esprit et ont découvert la véritable nature de la conscience. Et partant, comment vivre avec la joie et l'amour dans le cœur. Et c'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. La prochaine grande frontière n'est pas l'espace sidéral, mais l'espace intérieur, pour mener des recherches sur la nature de la conscience elle-même. Cette chose dont nous ne nous doutons aucunement, mais que nous n'avons pas encore explorée.